Alors, merci d'être là. Nous sommes le 17 mars 2011. C'est la 51e, 2012, pardon, et que je suis en retard. 2012, je suis encore bloqué sur le départ. Donc, c'est la 51e vigile. Il en reste 2, et dans 2 vigiles, on aura fait le tour du soleil en étant ici, en occupant la place, le Champ de Mars. Alors, place aux lectures et à la parole libre. Je ne sais pas si des gens ont des choses à dire en particulier, ou c'est encore moi qui va lire des choses, comme d'habitude. Je veux signaler par contre que jeudi prochain, le 22, il y a une manifestation en appui aux étudiants qui va partir, rappelez-moi d'où, de la place du Canada, qui a été nommée place de l'indépendance le 29 octobre dernier. Et il y a aussi 2 autres manifestations importantes. Une organisée par Sébastien Ricard le 7 avril, rappelez-moi au Monument National, et qui va commencer à midi et se terminer à minuit, qui est une série de lectures sur l'identité québécoise, faite par plusieurs artistes pendant 12 heures. Et le 22 avril, évidemment, il y a la grande manifestation en appui pour sauvegarder nos richesses naturelles, gaz de schiste, mais aussi tout ce qui se passe dans le Nord avec le plan Nord. Donc, grande marche, comme celle des étudiants, où on attend énormément de gens. Bon, Dominique Champagne, qui l'organise, a parlé de 100 000 personnes. Alors, pour ne pas lui donner tort, allez-y. Allons-y. Alors, c'est ça. Alors, je vais commencer la lecture. J'espère que vous êtes aguerris et prêts à discuter parce que ça va être interactif et ouvert à la discussion. Alors, Thierry Vincent. Mais non, personne vient. Comme je l'ai dit lors des dernières vigiles, je vais utiliser la tribune que m'offre encore mars 2011 afin de tenter de faire ressentir, à l'aide de quelques jalons, le chemin qui nous reste à parcourir avant d'avoir véritablement conquis la vision de notre identité collective, étape nécessaire à l'endurcissement de l'âme québécoise. 5e jalon, l'argumentaire. Il y a une bonne douzaine d'années, mon père m'a emmené à Varennes afin d'assister à une assemblée régionale du Bloc québécois. Il y avait là, si je me rappelle bien, des gens de 8 comtés de la Montérégie. Afin de favoriser les échanges, chaque participant devait s'asseoir à une table ronde à 8 places, en compagnie de gens venus des 7 autres comtés. Nous avons écouté quelques discours, quelques informations nous ont été livrées. Nous avons surtout participé à de petits exercices de discussion, en particulier celui-ci. La moitié des gens de chaque table devaient jouer le rôle des fédéralistes et l'autre moitié celui des indépendantistes. Comme tout le monde à ma table était un peu mou et que personne ne semblait vouloir amorcer le débat, j'ai décidé d'endosser le rôle du fédéraliste et de lancer la discussion. Au bout de 5 minutes, la moitié de ma table était convaincue que j'étais un espion libéral infiltré. J'exagère, mais à peine. Cette réaction, et surtout le fait que je puisse tenir tête, tout seul, à 7 personnes plus âgées que moi, censées être des militants, m'a laissé sur une drôle d'impression. C'était ça, notre première ligne. C'était des gens pas plus articulés que ça, qui allaient rencontrer des indécis et les convaincre de faire l'indépendance. Pire encore, qui allaient devoir, sur toutes sortes de terrains, affronter des fédéralistes. Question politique, j'étais, et je suis encore, un néophyte. Et un amateur comme moi pouvait non seulement leur tenir tête, mais les déstabiliser. Sommes-nous, nous, indépendantistes, articulés? Avons-nous un discours cohérent, construit, que chacun de nous pouvons défendre, et cela de manière pondérée, contrôlée, sans verser dans la colère, la caricature ou les récriminations? Pouvons-nous surtout démonter un à un les arguments fédéralistes, les pulvériser, et ainsi faire avancer l'idée selon laquelle l'indépendance du Québec est une nécessité absolue? Avons-nous suffisamment d'arguments, de preuves, de portraits de la situation pour réussir à ébranler jusqu'à l'opinion des fédéralistes des anglophones de l'Ouest? Un objectif qui devrait être le nôtre si nous voulons provoquer un raz-de-marée identitaire irrésistible et qui submergera tous les indécis et l'immense majorité des fédéralistes du Québec. En un mot, est-ce que nos premières victoires, demandant préparation, courage et surtout autodiscipline, ne passeraient pas par la maîtrise du duel verbal?
la capacité pour le plus humble d'entre nous de faire la démonstration systématique et implacable que nous avons raison, que le Québécois francophone qui n'est pas indépendantiste, c'est une femme qui n'est pas féministe, un esclave qui aime ses chaînes, un juif qui approuve la Shoah, un japonais qui nie l'existence de l'énergie atomique, un enfant qui se porte à la défense des prédateurs sexuels. En clair, une pure et simple aberration. Charles Hamel l'a évoqué il y a quelques semaines. Durant l'été ou l'automne dernier, il m'est arrivé 2 ou 3 fois de lancer un appel afin que des fédéralistes viennent nous rejoindre à la vigile pour y défendre leur point de vue, ou à tout le moins pour aller discuter avec moi dans un café. Il y a des années que je rêve d'entendre une argumentation fédéraliste qui puisse ébranler mes convictions. Selon moi, être québécois, francophone et en même temps fédéraliste, aujourd'hui, c'est être soit corrompu, soit terrorisé, soit naïf, soit ignorant. Aucune déclaration de foi, aucun discours, aucun argument entendu à la télévision ou ailleurs durant les 30 dernières années n'a jamais ébranlé cette impression, ne serait-ce que d'un iota. Et ce n'est pas normal. Je me considère comme un structuraliste autodidacte. Et sur le simple plan structural, il est impossible qu'une analyse concernant une population puisse être considérée comme un absolu si cette analyse est partagée par moins de la moitié de cette population. En clair, si nous avions raison, si le fait d'être indépendantiste était fondamentalement lié au fait d'être québécois, 95 à 99% de la population francophone du Québec serait indépendantiste, viscéralement indépendantiste, sans possibilité intellectuelle ni même physique de le nier. Le simple fait d'évoquer devant n'importe quel Québécois qu'il puisse être autre chose aurait pour effet de le révulser. Traiter un Américain d'antipatriote pour voir. Aller dire à un Français que durant le dernier millénaire, son pays n'a joué aucun rôle dans le progrès de la civilisation. À un Irlandais que son peuple n'a jamais réellement souffert. Il y a des absolus qui, niés devant une personne qui y adhère, provoquent chez cette personne une réaction physique qui tient plus du réflexe que du geste conscient. Alors, de deux choses l'une. Ou bien nous vivons un cauchemar, et la majorité des Québécois sont soit corrompus, soit naïfs, ou plus précisément soit terrorisés, soit ignorants, ou les deux, ou les trois, ou les quatre, selon la combinaison qu'on préfère, ou je suis un schizophrène. Selon cette seconde hypothèse, il existe effectivement des raisons tout à fait légitimes d'être un Québécois francophone fédéraliste. C'est pour cela que j'attends avec une certaine impatience la personne qui pourra me convaincre, à l'aide d'arguments simples, du bien fondé de cette position politique. En tant qu'idéal, évidemment. Un idéal sophistiqué et un peu articulé. Parce qu'en tant qu'option pragmatique, faisant appel au simple réflexe de survie, la position fédéraliste d'un Québécois francophone est platement évidente. Malheureusement, il est de plus en plus clair qu'aucun fédéraliste ne se présentera jamais ici, au cours des quelques heures qu'il nous reste encore, afin de défendre son point de vue. Au risque de subir le sort de Lucie Mitchell et de Jean-Pierre Masson, sacrifiés sur l'autel de leurs personnages trop emblématiques, je vais donc, afin de pallier cette absence, ce manque démocratique, et aussi afin de mesurer les progrès qu'il nous reste à accomplir sur le plan de l'argumentation politique, endosser dès à présent, mais seulement pour quelques minutes, le rôle d'un défenseur du fédéralisme canadien. Eh oui. Je suis désolé. Là, je m'adresse à la caméra. Mes arguments ne sont sans doute pas ceux d'un fédéraliste de cœur. À qui la faute, messieurs, mesdames, les fédéralistes? À qui la faute? On ne vous entend jamais. Ne croyez pas que vos raisons soient si limpides qu'il est inutile de les transmettre, de les expliquer. Voyez, près de la moitié de la population de votre province ne les partage pas. Et maintenant, je me transforme. Bon, je vais enlever mon manteau, être rouge au complet. Un transfuge. Un transfuge, c'est déjà un espion. Alors, accrochez-vous. ça va barder. Je vais retrousser les manches parce que je vais attaquer. Premier argument. Et si le rêve de l'unité canadienne était un beau et grand rêve, un vrai rêve, un immense pays, avec des gens aux origines diverses, qui auraient appris à vivre ensemble, dans plusieurs langues.
Quand on regarde l'histoire des autres pays, on se rend compte que les 2 siècles et demi qui nous séparent de la conquête ne sont pas grand-chose au fond. Une bien courte période, qui est plutôt tranquille. La France, de son côté, après avoir été ébranlée par la Révolution de 1789, n'a commencé à se stabiliser qu'au bout de 100 ans. On pourrait même dire qu'elle n'a commencé à connaître un certain calme qu'au bout de 160 ans, après la Deuxième Guerre mondiale. Durant cette période, elle est passée à travers tous les états politiques. La Terreur, la Première République, la conquête impériale de l'Europe sous Napoléon, la mise en tutelle par la Sainte-Alliance, le retour à la monarchie, la Révolution de Juillet, le retour à l'impérialisme sous Napoléon III, la Commune, la Troisième République, la colonisation puis la perte de l'Afrique du Nord et de l'Indochine, les occupations prussiennes et allemandes, et j'en passe. Notre évolution, à nous, Canadiens, est beaucoup plus linéaire et régulière, presque paisible. Pendant que la France valdinguait d'un extrême à l'autre du spectre politique, nous, en comparaison, ne faisions que des ajustements, des mises au point. Est-ce que nous allons nous décourager aujourd'hui à cause de ce simple accident de parcours qu'est Stephen Harper? À cause de quelques extrémistes religieux de droite, de quelques monarchistes fanatiques qui ne seront peut-être plus là dans 10 ans? La grande majorité des anglophones du Canada n'aiment pas Harper, ne se reconnaissent pas en lui. Un des discours indépendantistes de l'heure décrète que les valeurs de Harper, très différentes de celles du Québec, sont celles du Canada. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a même des Québécois francophones de droite qui sont plus près de Harper que des valeurs sociales, disons, du NPD, de la Charte des droits et libertés instituée par Diefenbaker et complétée par Trudeau, de l'idéal de pacifisme de Lester B. Pearson. Et si le problème venait du fait que vous, les indépendantistes, êtes un peu pingres sur le plan intellectuel, et si votre point de vue, peut-être un petit peu trop sectaire, ne vous permettait de percevoir qu'une maigre partie de ce qui est véritablement le rêve canadien, l'idéal du pays que nous sommes encore en train de construire, d'ajuster, de mettre au point, avec ses erreurs de parcours, mais, reconnaissez-le, avec aussi d'immenses réalisations. Parce que si Harper est en train de détruire l'image du Canada, c'est bel et bien parce qu'il y en avait une, respectée dans beaucoup d'endroits à travers le monde. Et si vous aviez surtout un peu le vertige face à un projet qui nous pousse, nous Québécois, à nous dépasser, à nous transcender, et si vous manquiez tout simplement de générosité, d'idéalisme et surtout de patience, qu'est-ce que vous, les indépendantistes, avez à répondre à cela? Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent tenter de répondre et discuter? Ou je vais lire en vrac Bonjour! Je vais lire en vrac mes affirmations. T'as pas fait l'autre, la contrepartie? Ben là, déjà, là, il a fallu que je travaille fort pour prendre un point de vue fédéraliste. Premier argument. Et si le rêve de l'unité canadienne était un beau et grand rêve? Un vrai rêve. Un immense pays, avec des gens aux origines diverses, qui auraient appris à vivre ensemble dans plusieurs langues. Quand on regarde l'histoire des autres pays, on se rend compte que les 2 siècles et demi qui nous séparent de la conquête ne sont pas grand-chose au fond. Une bien courte période, plutôt tranquille. La France, de son côté, après avoir été ébranlée par la Révolution de 1789, n'a commencé à se stabiliser qu'au bout de 100 ans. On pourrait même dire qu'elle n'a commencé à connaître un certain calme qu'au bout de 160 ans, après la Deuxième Guerre mondiale. Durant cette période, elle est passée à travers tous les états politiques. La Terreur, la Première République, la conquête impériale de l'Europe sous Napoléon, la mise en tutelle par la Sainte-Alliance, le retour à la monarchie, la Révolution de Juillet, le retour à l'impérialisme sous Napoléon III, la Commune, la Troisième République, la colonisation puis la perte de l'Afrique du Nord et de l'Indochine, les occupations prussiennes et allemandes, et j'en passe. Notre évolution, à nous Canadiens, est beaucoup plus linéaire et régulière, presque paisible. Pendant que la France valdinguait d'un extrême à l'autre du spectre politique, nous, en comparaison, ne faisions que des ajustements, des mises au point. Est-ce que nous allons nous décourager aujourd'hui à cause de ce simple accident de parcours qu'est Stephen Harper, à cause de quelques extrémistes religieux de droite, de quelques monarchistes fanatiques qui ne seront peut-être plus là dans 10 ans?
La grande majorité des anglophones du Canada n'aiment pas Harper, ne se reconnaissent pas en lui. Un des discours indépendantistes de l'heure décrète que les valeurs de Harper, très différentes de celles du Québec, sont celles du Canada. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a même des Québécois francophones de droite qui sont plus près de Harper que des valeurs sociales, disons, du NPD, de la Charte des droits et libertés instituée par Diefenbaker et complétée par Trudeau, de l'idéal de pacifisme de Lester B. Pearson. Et si le problème venait du fait que vous, les indépendantistes, êtes un peu pingres sur le plan intellectuel, et si votre point de vue, peut-être un petit peu trop sectaire, ne vous permettait de percevoir qu'une maigre partie de ce qui est véritablement le rêve canadien, l'idéal du pays que nous sommes encore en train de construire, d'ajuster, de mettre au point, avec ses erreurs de parcours, mais reconnaissez-le, avec aussi d'immenses réalisations. Parce que si Harper est en train de détruire l'image du Canada, c'est bel et bien parce qu'il y en avait une, respectée dans beaucoup d'endroits à travers le monde. Et si vous aviez surtout un peu le vertige face à un projet qui nous pousse, nous, Québécois, à nous dépasser, à nous transcender, et si vous manquiez tout simplement de générosité, d'idéalisme et surtout de patience, qu'est-ce que vous, les indépendantistes, avez à répondre à cela? Les gens veulent tenter de répondre et de lancer la discussion? Oui. Oui, bon, parce que là, il y a deux choses dans ce discours fédéraliste, c'est-à-dire, la création d'un Canada fictif qu'on prend pour la réalité, puis qui est assez facile à démonter parce que le Canada n'a pas eu une histoire si paisible que ça. Là, puis on peut parler des patriotes, on peut parler de l'écrasement de Riel, on peut parler des crises de la construction, on peut parler aussi de la grève générale de Winnipeg et l'écrasement d'un certain mouvement ouvrier pendant la crise économique des années 30. Donc, le Canada, c'est pas l'histoire paisible. Bon, peut-être plus paisible que les pays européens, mais c'est quand même moins paisible qu'on dit. N'oublions pas la dépossession des Amérindiens, ce qui a été une affaire assez violente, mais ça, c'est pas mal lié à l'affaire Riel. Mais ça, c'est l'argument, c'est assez facile de démonter l'image idéaliste du Canada, d'un faux Canada. Pendant longtemps, d'ailleurs, la majorité de ces Canadiens-là ne se voyaient pas comme des Canadiens, mais se voyaient comme des Britanniques. Les seuls qui se disaient Canadiens, c'était nous. Puis au fond, derrière le projet de Trudeau, il y a deux éléments. L'élément premier, c'est-à-dire le pays de la tolérance, où les groupes ethniques s'abdiquent les uns par rapport aux autres dans un grand amour. Il y a aussi un discours nationaliste caché, l'ancien discours nationaliste, celui de la reconquête du Canada par les Canadiens. C'est-à-dire, nous avons fondé le pays et nous allons le reconquérir. Il y avait ce discours-là de Trudeau à un moment donné qui souvent apparaissait assez clairement. En 1969, Trudeau avait terminé un de ses discours en disant « Le Québec, c'est le cœur du Canada, et si le Québec s'en va, il n'y a plus de Canada. » Autrement dit, le Canada cesse de vivre. Autrement dit, le Québec et le Canada, c'est la même chose. Ce qui fait que le Canada existe parce que les Québécois, les Canadiens français l'ont fondé. Mais naturellement, c'est un discours qui est illusoire. Alors finalement, tout ce discours fédéraliste est illusoire. Mais quand on vient à la question de se dire, bon, ben comment vendre l'indépendance du Québec? Et là, les gens sont prisonniers, finalement, de la civilisation utilitariste américaine. L'utilitarisme, c'est, bon, au fond, là, je ne ferai pas l'histoire de la philosophie utilitariste, là, Jeremy Bentham puis John Stuart Mill, là, on se perdrait. Mais la civilisation utilitariste américaine, c'est de se dire, qu'est-ce que ça nous rapporte? Puis, naturellement, à chaque fois qu'on est devant un Québécois anti-indépendantiste ou anti-séparatiste, parlons pas de fédéralistes, parce que beaucoup ne sont même pas des fédéralistes, ils sont pour le gouvernement d'Ottawa. Quand tu tombes sur un Québécois anti-séparatiste, il va toujours me dire, mais tu sais, le français, l'indépendance du Québec, qu'est-ce que ça va me donner? Est-ce que ça rapporte? Est-ce qu'il y a de l'argent au bout de la ligne? Est-ce que ça va me rendre plus riche? Naturellement, on pourrait toujours se dire, oui, en mettant fin à la discrimination que les Québécois francophones souffrent, naturellement, on va être plus riche. Mais finalement, les gens se disent, mais oui, mais là, combien de pièces ça va me donner là, au bout de la ligne? Puis, les indépendantistes ne sont pas capables de répondre. C'est quand les gens leur disent, à un moment, ils ne sont pas capables de démonter cette philosophie, ce discours capitaliste, utilitariste. Ils sont prisonniers de ça, on ne sait pas quoi répondre, on ne sait pas trouver les justes arguments. Puis,
À chaque fois que on veut nous remettre sur le terrain du terre-à-terre utilitariste, les gens, à un moment donné, ils sont sans voix. C'est-à-dire qu'on est conquis par cette philosophie-là. Puis c'est ça le gros problème. C'est comment aller au-delà de cette philosophie, de dire, ben oui, mais moi, là, dans ma vie de tous les jours, combien de pièces ça va me donner de plus? Il y a une grosse réflexion à faire là-dessus. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis planté, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre et dire quelque chose? Bon, Julien. Bonjour, Julien Bonnier. Dans ton idéal, tu parles du rêve canadien, qui est en fait qu'un rêve. Je pense que les arguments, puis je te félicite parce que tu as trouvé des meilleurs arguments que tous les fédéralistes à qui j'ai parlé jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup travaillé. Mais ce qu'on nous dit souvent, en fait d'argument, c'est on va perdre notre beau passeport canadien. On se souvient de Jean Chrétien qui nous faisait du sentimentalisme. On va perdre notre beau passeport canadien, les Rocheuses vont disparaître, ainsi de suite. Mais je pense que le fond de la chose, c'est qu'on est fondamentalement différent de cet autre peuple-là qui est notre voisin. On l'a vu très bien avec la boussole électorale qui a été faite aux dernières élections du 2 mai. Sur à peu près tous les sujets, on a la réflexion contraire, à l'opposé complètement du reste du Canada. C'est pas juste une affaire de Stephen Harper ou de Pierre-Éliott Trudeau ou de Jean Chrétien, Paul Martin, nomme-les toutes. C'est pas juste ça l'histoire, c'est que fondamentalement, notre opinion politique est à l'opposé de celle de cet autre-là. C'est irréconciliable. C'est irréconciliable. Puis tant aussi longtemps qu'on va jouer à 9 contre 1 ou contre les 3 territoires, si tu veux, tant aussi longtemps qu'on va jouer à 9 contre 1, on n'arrivera nulle part parce qu'on va toujours être bloqué par ce 9 qui est pas mal plus fort que le 1 qu'on est. Donc, je pense que c'est à peu près ça. OK. Bon, si. Ah. Lise Pelletier. Je vais répondre à monsieur. C'est quoi votre nom? Pierre. Pierre. Je vais répondre à Pierre par rapport à l'utilitarisme. Maintenant, on a peut-être un argument. On est riche en ressources naturelles. On l'a toujours été probablement, mais là, c'est découvert. Puis, avec Daniel Breton, qui s'en vient au Parti québécois, qui va probablement être élu, on va l'avoir, l'argument pour dire qu'on peut devenir un Québec libre et riche, parce qu'on l'est déjà. Fait que ça, moi, je trouve que ça pourrait être une réponse à donner aux fédéralistes. Puis, je veux aussi revenir sur le fait, tu dis, dans tes arguments que on pourrait devenir un pays uni, multilingue. Ben, moi, je m'excuse, mais ici, il y a un peuple fondateur, et c'est les Canadiens français. Puis, à travers le Canada, ils sont tous assimilés. C'était leur but. Tout ce qui reste, c'est le Québec. Même là, on en perd des bouts. Mais moi, je suis comme ça. Je laisse. Bon, du peuple fondateur fondamental. Ouais. Stéphane Gendron, il serait pas d'accord. Jamais là-dessus. Stéphane Gendron, il serait pas d'accord. Ah, je m'en fous. Parce que lui, il dirait qu'il y a 2 peuples fondateurs. C'est tout. Ok, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Bon. Juste amener un problème, c'est que bon, ça c'est argumentaire qu'on a des richesses naturelles, qu'on est riche. Ça a même été un argument qui avait été avancé en 1990, on parlait du Québec in. Mais moi, quand je parle des gens qui ont une réflexion utilitariste, il faudrait aussi rajouter individualiste. Ils vont dire à un moment donné, qu'est-ce que ça va me rapporter à moi? C'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'on a des grandes richesses qui font qu'on est riche, mais moi, est-ce que ça va me rendre personnellement plus riche? Puis dans d'autres, là, on est dans l'argumentaire utilitariste, est-ce que ça va me rendre plus heureux? Mais tu sais, fondamentalement, au niveau de l'individu, ce qui compte, c'est l'individu, c'est le petit individu. C'est même pas l'individu idéaliste des libéraux, là, c'est le petit individu. Moi, là, est-ce que demain matin, ça va me rapporter beaucoup de choses à un moment donné, beaucoup d'argent, puis ça va me rendre plus heureux si le Québec est indépendant. Puis, les gens, ils vont toujours... les gens qui nous sont très opposés, ils bloquent d'abord là-dessus. Ils sont même pas fédéralistes. Ils croient même pas à la Fédération canadienne idéale de Trudeau. Ils vont toujours réduire ça à eux personnellement. Moi, est-ce que je vais être plus riche? Moi, est-ce que je vais être plus heureux? S'ils disent, moi, ça va pas me toucher. T'sais,
que le Québec reste français ou que le Québec devienne indépendant, ça ne me touche pas, donc ça ne m'intéresse pas. Et c'est ça le grand mur qui a toujours empêché l'argumentaire indépendantiste de passer dans le monde ordinaire. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Moi, je ne nie pas que de dire, ben oui, le Québec a des richesses naturelles qui vont lui permettre de devenir riche, de s'industrialiser. Mais encore là, la logique utilitariste économique va toujours se retourner parce qu'il y a des économistes qui vont dire, il ne faut pas compter ces richesses naturelles, c'est des économies qui appellent de rente, ça ne construit rien de définitif. Les richesses naturelles, ça s'épuise, puis après ça, il n'y en a plus. Puis là, il y en a qui vont toujours amener ça. D'ailleurs, Daniel Breton aussi a fait une réflexion sur ça en disant que l'économie de richesse naturelle, c'est une économie de dépendance. On est dépendant des marchés économiques qui ont besoin de nos richesses, donc il faut être plus autonome que ça. Mais pour en revenir à ce que je dis, le problème de la population, c'est qu'ils ont acheté l'utilitariste et l'individualiste américain de façon inconditionnelle, puis ils vont même plus loin que les Américains, parce que les Américains, il y a un retour à l'idéal religieux conservateur, nous autres, on n'est même pas à ce niveau-là. Tu sais, qu'est-ce que moi, mon petit nombril, à un moment donné, va avoir comme amélioration? S'il n'y a pas d'amélioration, si ça ne me donne pas beaucoup plus de place, ça m'intéresse pas. Puis c'est ça qu'il faut vaincre, dépasser celui-là. En fait, c'est la faute du frère quand on Ouais, c'est ça. Donc, on a une petite réflexion avec... Ouais. Bon, deuxième argument. Oh, il y en a d'autres. Ouais. Ben oui, il y en a d'autres. Voyons donc. Ouais, Ou bien mon vous voulez encore répondre sur le premier ou ça va? On a fait le tour du premier. Oh non, on n'a pas fait le tour, mais... Ben, en tout cas, on peut... Ben, si tu veux dire autre chose... Ah, ben non, parce que moi, je trouve que ça oriente les politiques, tu sais, parce que ce qu'on oublie des richesses, c'est aussi la culture, aussi, tu sais, la culture québécoise. Ben, en fait, dans la notion de culture, je vais changer de chapeau 30 secondes. Ah, ok. Si vous me permettez. Fait que tu deviens indépendantiste. Oui, c'est ça. Dans ce- Ah, tu redeviens indépendantiste, c'est good. Regardez mon chandail. Bon, c'est ça. Le côté de culture, Pierre en parlait, c'est la question de la culture à deux niveaux. Là. Il y a la culture, c'est-à-dire la production culturelle, c'est une chose, mais la culture en tant que mode de vie, effectivement, il y a tout un travail, une réflexion à faire au niveau de la refonte de ce que moi j'appelle l'identité québécoise et le mode de vie québécois en général. On ne fondera pas un pays si on ne fait pas une révolution au niveau de nos valeurs, de ce qui est important pour nous et de ce qui selon nous, est logique ou pas logique. En tout cas, je vais vous laisser répondre et je vais reprendre mon rôle de fédéraliste. Deuxième argument. Je ne suis pas d'accord avec le fait que si le Québec avait à devenir indépendant, il l'aurait fait depuis longtemps. Construire un pays est une entreprise qui prend du temps, de la minutie, beaucoup de travail. Regardez le Canada. Ce qui m'apparaît par contre, c'est que vous, les indépendantistes, ne semblez pas prendre votre travail au sérieux. Vous ne me donnez pas vraiment l'impression de vouloir mettre l'épaule à la roue. Vous regardez la roue. Vous parlez de la roue. Vous n'y touchez jamais. Dans l'histoire humaine, il y a eu toutes sortes d'entreprises gigantesques. Pour faire image, concentrons-nous sur des exemples architecturaux ou bien d'exploration. Construction de pyramides, de temples, de murs immenses, de canaux, de voies romaines s'étendant à travers le monde connu, de cathédrales. Voyages d'exploration dans des zones totalement inconnues, à pied, par caravane, voilier et même en fusée. Des gens se sont rendus sur la Lune. Avant d'entreprendre tous ces grands travaux, les gens en rêvaient, un peu. Ensuite, ils étudiaient, beaucoup. Puis, ils travaillaient. Ils appliquaient le plan établi, pendant des années. Certains chantiers se sont comptés en siècles. Vous, les indépendantistes, vous parlez. Vous parlez beaucoup. Mais vous ne vous écoutez pas vraiment. Et vous oubliez vite ce que les autres ont pu dire. Alors, pour commencer, vous ne mettez pas l'épaule à la roue. Vous réinventez la roue. Sans arrêt. Et c'est sans doute plus facile comme ça. Vous protestez. Vous organisez des marches, des assemblées, des vigiles. Vous brandissez des pancartes. Vous faites de petites actions ponctuelles, très très ponctuelles. Mais est-ce que vous changez vos habitudes de vie? Est-ce que vous pratiquez le boycott systématique des produits de ceux qui, selon vous, vous exploitent? Est-ce que vous créez des réseaux d'entraide capables de remplacer les institutions que vous décriez? Est-ce que vous mettez sur pied d'avance la société d'un Québec libre?
En un mot, est-ce que vous regardez les problèmes en face, de manière globale? Est-ce que vous en tirez des conclusions? Est-ce que vous avez un plan? Qu'est-ce que vous, les indépendantistes, avez à répondre à cela? Il manquait le début de la question. Moi, j'ai tout le temps des Il réponses. fait un fédéraliste, puis nous, on débat avec lui Bonjour. sur ses arguments. Je suis en rouge Les aujourd'hui. mêmes sont regarde. rouges. Donc, tu veux que je relise ou Ben, ça va juste, être trop long? le début de la question, c'est quoi l'idée? Le début, l'idée en général, c'est que en tant que fédéraliste, je regarde les indépendantistes aller et je trouve qu'ils parlent beaucoup, mais qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir un plan global et de savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Et tout le monde, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, 20 ans, recommence et repart la machine, comme si les autres n'avaient pas parlé avant eux, n'avaient pas réfléchi, et il n'y a pas de plan commun. Et donc, je demande, est-ce que les indépendantistes, vous avez un plan général? Nous allons nous emparer de l'État. Nous allons faire l'été. Non, l'État existe. Oh. L'État du Québec Depuis existe. 65. Nous allons nous emparer de l'État du Québec et l'utiliser comme un outil pour modifier, pour changer le statut, pour passer du statut d'État annexé au statut d'État souverain. C'est tout. Quelles sont les étapes? On n'est pas étapiste. Mais l'État du Québec existe depuis très longtemps. C'est pas juste depuis les années 60. C'est vrai que dans les années 60, on a commencé à nommer l'État du Québec. On a commencé à s'appeler les Québécois, puis on a commencé à parler de l'État du Québec. Mais, je vous ai déjà dit ça ici. L'État du Québec est né au moment de la fondation de l'habitation par Champlain, 1608. C'est comme la cellule fécondée, hein, qu'un bébé qui naît, là. L'ovule est fécondé. Ça, c'est Champlain qui construit l'habitation. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'habitation, là, c'est un projet planifié de longue main. Ils sont arrivés avec les cadres de porte, les pentures, les fenêtres, il y avait tout. Il y avait les plans. Tout avait été conçu en France. Tout était empaqueté dans le bateau, bien ficelé. Pas une vitre de cassé. Ils ont construit l'habitation. C'était pas un château, mais c'était très, très bien comme habitation. Et c'est pour ça qu'on est des habitants, c'est parce que on avait des habitations. On occupait le territoire. Au début, l'État français en Nouvelle-France, là, il était très autonome. Très autonome à cause de la distance, du temps que ça prenait. Hein? T'envoyais une lettre, là, c'était pas un email. Ça prenait 4 mois aller, 4 mois revenir. Donc, Champlain avait une grande autonomie. Il y avait des forces de police, il y avait la justice, il y avait le droit de vie et de mort sur les criminels. Il y en a qui ont été exécutés. Parce qu'il y a eu un problème à un moment donné avec des Basques qui ont tenté de le tuer. Mais c'est lui qui les a eus. Il pouvait même émettre de la monnaie. Hein? Émettre de la monnaie, s'il y a une caractéristique d'un État indépendant, c'est bien l'émission de la monnaie. Alors, quand il manquait de papier-monnaie, bon, c'est arrivé, ils ont pris des jeux de cartes. Ils ont ramassé tous les jeux de cartes que les habitants avaient, puis ils ont dit ça devient du papier-monnaie. Donc, ils ont créé de la monnaie. Il y avait l'Église aussi qui était présente. Donc, il y avait une administration civile puis une administration cléricale. Et quand Champlain s'absentait, c'était l'évêque, c'était un évêque, enfin l'évêque de la colonie qui remplaçait Champlain. Ça montre la proximité qu'il y avait entre l'État du Québec et l'État de la Nouvelle-France à ce moment-là et l'Église. C'est arrivé 3 fois que Champlain s'est absenté puis il était remplacé par l'évêque. Quand la France cède sa colonie, l'État qui était là, il continue d'exister. Un État, ça ne disparaît pas comme ça. Bon exemple, la Russie, 1917.
Les bolcheviks font une révolution, ils s'emparent du pouvoir d'État. Mais est-ce qu'ils construisent un nouvel État? Non. Ils s'emparent des ministères, ils s'emparent... l'armée passe de leur côté, mais en fait, c'est la même armée qu'avant, sauf que à partir de ce moment-là, l'armée obéit au parti bolchevique, au lieu d'obéir au tsar ou à ses ministres. Donc, les bolcheviks n'ont pas construit un État à partir de rien. Ils ont récupéré les morceaux qui étaient là, puis ils l'ont administré, mais dans l'intérêt, bon, ça peut être discutable à long terme, mais dans l'intérêt de la classe ouvrière et de la paysannerie. Donc, l'État, même s'il y a eu un changement de régime, de passer du capitalisme au socialisme, l'État existait déjà, puis il a continué d'exister. Et même après la chute du communisme en Russie, l'État russe n'a pas disparu. Il a continué. Un État, ça naît, mais avant que ça meure, tuer un État, c'est quasiment pas pensable. Mais il y en a des États qui ont disparu dans l'histoire, mais un État, ça a la vie dure. Donc, au moment de la cession de la colonie française en Nouvelle-France, la colonie française devient la 15e colonie de l'Angleterre. Mais c'est une colonie où on parle français, où on pratique la religion catholique, où on pratique le droit français. C'est quoi le terme? La coutume de Paris. La coutume de Paris. Et donc, les gens continuent de fonctionner comme avant. Et l'État organique, on peut dire, l'État organique, c'est qu'est-ce qui fait qu'une société fonctionne? Mais ça continue de fonctionner. Les gens continuent de construire des ponts, construire des égouts, des aqueducs, défricher, que ce soit un Anglais qui est gouverneur ou un autre qui représente le roi de France. Les citoyens continuent de fonctionner comme un État. Et l'administration française étant retournée en France, c'est l'Église qui ramasse le tout et qui administre la colonie. Les Anglais, eux, ils ont contrôlé juste une petite couche en haut, là. Le commerce international, les douanes, l'importation, l'exportation. Mais ils n'ont pas été capables d'enlever la terre aux paysans. Ils n'ont pas été capables d'enlever les églises, les bâtiments. Là, il y avait des collèges, il y avait des presbytères, il y avait des écoles, il y avait des églises. Tous ces bâtiments-là appartenaient au peuple. Ça avait été payé avec la dîme, ça avait été payé avec des taxes que les gens prélevaient eux-mêmes pour bâtir l'école, ici ou là. Tout ça continue de fonctionner. Donc, l'État qui est né en 1608, malgré la conquête, il continue de fonctionner. Et là, c'est l'Église qui s'occupe de l'affaire sociale, des pauvres, des orphelins, des personnes âgées. Je me rappelle, mon grand-père, moi, il était à l'hospice Saint-Charles-Borromée, c'était pas loin d'ici. Saint-Charles-Borromée, c'est par là. Saint-Charles-Borromée. Mon grand-père a fini ses jours là. Et ça, c'est le cardinal Léger qui a acheté cet édifice-là, qui l'a rénové. L'Église s'occupait des vieux, pas cher pour le temps. Donc, les affaires sociales, c'est l'Église qui s'en occupait. L'éducation, c'est l'Église qui s'en occupait. Les écoles primaires, les écoles secondaires, les écoles de métiers, les collèges classiques, les universités, c'est l'Église qui gérait tout ça. La santé, c'est pareil. C'est l'Église qui construisait des hôpitaux, même qui s'occupait de la formation des médecins, parce que l'Université de Montréal, à un moment donné qui a apparu, ben, il y a eu l'Université Laval avant, mais c'est l'Église qui fonde les universités aussi. Donc l'État, malgré la conquête britannique, l'État continue de se construire, mais est géré par l'Église. Sauf l'économie, on pourrait dire, à un haut niveau. Puis à un moment donné, on arrive dans les années 60, et là, il y a la Révolution tranquille. Là, les Québécois, bon, les facteurs sociaux, je sais pas, peut-être c'est l'apparition de la télévision, il y a On s'ouvre sur le monde, l'Expo 67, enfin,
Donc, il y a une prise de conscience chez les Québécois, une prise de conscience nationale. Et là, il y a une révolution tranquille, puis l'État du Québec qui existait nationalise non seulement l'électricité, l'État du Québec nationalise l'éducation, la santé, les affaires sociales et même les parties de l'économie. Parce que on crée la Caisse de dépôt et de placement, on crée la SURQIP, la SURBEC, plein d'organismes qui permettent aux Québécois de contrôler leur économie. Et là, l'Église est évacuée. L'Église est évacuée des hôpitaux, de l'enseignement, du monde de la santé, ministère de l'Éducation, ministère de la Santé, ministère des Affaires sociales. Tout ça qui n'existait pas, même dans le temps de Duplessis, bien là, c'est créé. Et puis, l'Église est évacuée. J'ai discuté avec des sœurs qui travaillent au musée de l'Hôtel-Dieu. À l'Hôtel-Dieu, qui est le plus vieil hôpital de Montréal, il y a un musée. C'est très intéressant de visiter ça. Et je voyais que les personnes qui travaillaient là, c'était toutes des vieilles dames très âgées. J'ai deviné que c'était des religieuses. Puis là, on a jasé, puis j'aurais demandé comment ça s'est passé, ça, la nationalisation des hôpitaux. Je dis qu'ils ont des mauvais souvenirs. Ça s'est passé comme une lettre signée. Ils ont reçu une lettre disant que l'Hôtel-Dieu appartenait au gouvernement du Québec, puis les sœurs, ils leur donnaient 3 postes sur le conseil d'administration. 3 postes sur 15, à peu près, là, 15 ou 20. Donc, les sœurs étaient expropriées, mais la congrégation, je veux dire, était expropriée. Je ne sais pas si l'Église a payé quelque chose pour les bâtiments. Mais ces bâtiments-là avaient été payés déjà par la population, parce que les sœurs qui ont construit l'Hôtel-Dieu, l'argent venait de la population. Donc, je ne sais pas si le gouvernement a payé comme ils ont payé quand ils ont nationalisé l'électricité. Quand ils ont nationalisé l'électricité, ils ont acheté, ils n'ont pas acheté l'eau. L'eau, c'était à nous. Le pouvoir hydraulique, c'était à nous. Mais ils ont acheté les bâtiments, les lignes de transport d'électricité, les sous-stations, etc. Pour les hôpitaux, je ne sais pas. Les collèges classiques sont devenus des cégeps. Ça s'est passé de la même façon. Je ne sais pas s'ils ont payé. Mais c'est la nationalisation de l'éducation, de la santé, des affaires sociales, des ressources naturelles et d'une partie de l'économie. Donc, l'État du Québec, en 60, exprime son potentiel et est utilisé par la population du Québec comme un outil de libération nationale. C'est vraiment comme un outil de libération nationale. Et ça, ce processus-là est accompli au début par des fédéralistes. Jean Lesage est un fédéraliste. Parizeau, au début, il est fédéraliste. L'évêque aussi. C'était pas des séparatistes, ce monde-là, qui ont fait ça. Yves Michaud, il y en avait plein, là. Donc, des fédéralistes, mais qui décident de travailler dans l'intérêt de la nation québécoise. Et dans le processus, la plupart d'entre eux sont devenus indépendantistes et ça a amené au premier référendum. La fondation du Parti québécois pour le premier référendum. L'État du Québec, c'est l'outil le plus puissant que les Québécois peuvent contrôler. Où que ce soit sur Terre, là, on ne contrôlera jamais l'ONU, nous autres, la population du Québec. On ne contrôlera jamais le Canada. On ne contrôlera pas le Canada, l'État canadien, puis l'outil le plus puissant, c'est pas la Caisse de dépôt et de placement, c'est pas le Cirque du Soleil, c'est pas Jean Coutu, je sais pas. C'est pas, l'outil le plus puissant que les Québécois peuvent contrôler, c'est l'État du Québec. Parce qu'on a encore une masse assez importante là, de la population française ici. On peut prendre le contrôle de l'État du Québec. Et là, on l'a perdu le contrôle avec le gouvernement de Jean Charest. On a perdu le contrôle. En 2003. En 2003. Ouais. Ils nous enterrent, eux autres. Ah, donc là, il faut reprendre le contrôle de l'État du Québec, utiliser l'État du Québec pour finaliser notre libération nationale.
C'est pas compliqué, l'élection s'en vient. On va être indépendant dans quelques mois. Bon, enfin! C'est tellement simple. Quelques mois. J'ai pas dit combien de mois, mais c'est une question de mois. Tu dis pas quelques années, quelques mois. Dans une année, c'est 12 mois. 200 mois, c'est 8 des mois. mois, pareil. 24 mois. Mais c'est dans quelques mois, on va être indépendant. Hein? Vous en pensez? Non, il n'est pas d'accord. Tu y crois pas ou tu veux pas? Non, moi je veux. Je veux, mais si le réel politique veut que ce que vous dites, la réalité contredit ce que vous dites. Ben, je suis entièrement d'accord. Je me suis abreuvé depuis 25 ans à la source de ce que vous dites. hey, venez parler ici, monsieur. Tout ce que vous avez dit, mais la réalité politique contredit tout ce que vous dites. Ben, la réalité... C'est dommage, puis ça me fait mal. Le guignol de Charest depuis 2003, je suis d'accord avec vous, mais les gens achètent, lisent la presse, achètent un certain discours qui veut qu'on n'est plus là. C'est dépassé. Cette réalité nationale-là, c'est plus vrai, on est ailleurs. Les gens achètent ça. Alors comment pourrons-nous être dans quelques mois, alors que la masse critique de ce que nous sommes votera pas? Parce qu'ils pensent, ils ont acheté le discours que c'est plus important. OK. Le parc c'est que les gens vont prendre la caméra. Ah, je suis aucune idée. Non, mais c'est correct. Là, c'est intéressant. C'est juste Mais monsieur, Je sais c'est quoi. monsieur, si je peux vous donner un peu d'espoir, la politique, c'est dynamique. Une société, c'est vivant. Hein? C'est dynamique, ça change. Et ça change vite, des fois. On a vu l'été dernier, bon, moi, je suis pas un maroïste, mais le Parti québécois, il était à 19% de popularité. Mme Marois, elle passait pas, là. Là, c'est rendu que c'est la dame de béton, puis le Parti québécois est rendu à 40% de popularité, et l'indépendance est rendu à 45% de popularité, alors qu'il n'y a même pas de campagne de publicité ou de propagande, ou d'une campagne référendaire. On voit que la situation politique, ça peut évoluer rapidement. Il est arrivé des choses l'été dernier, beaucoup de chicanes, beaucoup de disputes, des déchirements dans le camp des indépendantistes. Ça fait tomber la popularité. Les gens, ils se disent, on ne peut pas aller à la guerre avec une armée divisée. Bon, là, au mois de janvier, tout ça s'est corrigé graduellement. Et puis là, l'unité a été refaite, pas totalement. Et les élections provinciales s'en viennent. Bon, alors, il faut qu'on travaille fort. Si on peut dire que c'est une étape, il faut travailler fort, mais il faut arracher le pouvoir au Parti libéral du Québec. Il faut reprendre le contrôle de l'État, puis là, il faut faire un maudit ménage, parce que les autres, ils ont tout pourri ça avec des nominations. C'est tous des fédéralistes, les hauts fonctionnaires. Hein, faut pas se tromper. Puis le Parti québécois, des autres années, était bien naïf. Il prenait le pouvoir à l'Assemblée nationale, ça ne débordait pas beaucoup plus que ça. Les hauts fonctionnaires continuaient d'imposer le système au ministère de l'Éducation, leur conception de l'histoire du Québec, ou leur façon d'enseigner, les réformes de l'éducation. Mme Marois s'est ramassée, à un moment donné, ministre de l'Éducation, 2-3 mois après qu'une réforme venait d'être annoncée. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? La réforme, elle vient d'être lancée 3 mois avant elle, avec l'autre gouvernement. Là, elle va-tu tout arrêter? Alors, le Parti québécois, ils se sont fait prendre dans des trucs comme ça, puis ils n'ont pas osé s'attaquer aux mandarins qui contrôlent l'État du Québec. La prochaine fois, là, si le Parti québécois ne bouge pas, nous autres, on va bouger dans la rue. Je vous dis, là. Alors, nous autres, on est en train de se faire des muscles contre le Parti libéral du Québec. On est des militants, puis on les attaque, on fait des manifestations, on fait de l'affichage, on distribue des tracts. Puis des fois, on les fait mal. En soi, on a une assemblée générale de la SHP. OK, dans la RIN. Ouais. On a refondé le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Et donc, nous autres, on a confiance. La situation évolue très rapidement. Le gouvernement libéral va tomber. Le but ici de cette affaire-là, qui existe depuis 1 an, tous les samedis à 2 heures, c'est de faire tomber, enfin, c'est l'expression, c'est destituer le gouvernement libéral. Ils ont dit. Il est encore là, mais il tient de peur, là. On prendrait un petit coup de vent puis il va tomber. Il suffirait que 2 députés du Parti libéral tombent malades, une grosse grippe, là, puis ils sont renversés. Hein? Ils vont prendre un vote à l'Assemblée nationale, puis le gouvernement tombe. Tu sais? Ou un autre qui se fait prendre comme Thomasy avec la carte de crédit de la mafia ou un truc comme ça. Tu sais? Le gouvernement est sur le bord de tomber. Tu sais?
Donc, nous autres, on a confiance. Et puis, s'ils ne tombent pas, il va y avoir une élection. Puis, l'élection, moi, j'ai très confiance que les libéraux... notre taux s'en vient. Puis, c'est ça. Non, c'est intéressant votre point de vue. Mais c'est vrai que les médias, ils ont beaucoup de pouvoir. Hein? C'est vrai. Non, mais vous voulez que j'y aille? Là, je ne sais pas c'est quoi le format. Là, Jean-Luc Gagné, citoyen du Québec, nationaliste, fier de ce que je suis et fier de ce que nous sommes. Mais maudit bin, quand on parle d'idéologie, quand on parle que les gens ils vont voter avec ce qu'ils reçoivent, mais quand tu lis la presse, quand tu écoutes le téléjournal de Radio-Canada, c'est de l'information qui contrôle et module la façon de voter des gens. Puis les gens, ils vont voter avec ce qu'ils reçoivent de ça. Puis je veux bien qu'il y ait comme deux grands groupes, mais la presse, c'est beaucoup dans notre démocratie. Puis notre démocratie est tronquée. On se leurre. Parce qu'on n'a pas accès à la vraie info. On est en plus des loisirs qui nous donnent une couche pour nous désensibiliser de ce qui arrive vraiment. Mais quand c'est le temps d'aller s'abreuver à une info, elle est tronquée, elle est truquée. Je suis plus capable de lire André Pat dans la presse. Je suis plus capable. Non, mais c'est vrai, c'est de la merde. Et à chaque fois, il écrit quoi? Puis moi, je l'achète la presse, là. Ma femme veut lire parce que le format est fun, j'aime la section du sport, il y a un peu de tout, il dort en spectacle. Mais je suis plus capable, ça me rend malade. Présenter Alain Dubuc avec ça. Non, mais Dubuc, mais au moins Dubuc, il est comme freelance. C'est pas. Par exemple, j'ai écouté Phil Pott, qui doit être un de vos copains, là. Phil Pott qui a fait un livre sur l'Empire des Marais. Ouais. Sacrifice, un moment donné, il dit le père d'André Pratt, c'était un gars qui travaillait pour Power Corp. C'est un secrétaire de Power Corp. Secrétaire général de Power, une affaire de même. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que moi, je suis moins... Il y a une entente secrète entre Radio-Canada et la presse, en plus. Ouais. C'est déprimant. Ah ouais. C'est déprimant. Alors, c'est pour ça que je suis moins optimiste que vous, parce qu'on n'a pas accès à de l'info véritable. On n'a pas... Là où je suis optimiste, c'est sur la langue. Sur le plan de la langue, je veux dire, je suis pas d'accord avec les péquistes montréalais qui pèsent sur le bouton d'alarme. Moi, je pense que la langue, si tu regardes les chiffres comme il faut, tu as 7 millions de gens sur 8 qui parlent. Aussi le QLF. Peut-être, mais il y a quand même 7 millions de gens qui parlent français sur 8. Je veux dire, il y a 80% de Canadiens français, ça fait 6,5. Puis tu as 12% d'immigrants. Là, mettons, tu cotes ça à moitié, un petit peu moins, ça fait 5% d'immigrants qui parlent français. 78 plus 5, c'est 83, 84. 85%, c'est 7 millions. On est 7 millions à parler français. 78,3 à parler français. Oui, 78, mais dans l'autre, 22 là, ou 21 tu as 8 d'anglo, tu as 12 d'immigrants. Dans 12 d'immigrants, chope-les en deux, tu en as au moins 5 qui parlent français. Des Maghrébins, des Français, etc., des Roumains, des Latino-Américains francisés. Donc, c'est 79 plus 5, ça fait 84. 78 point quelque chose plus 5, fait 83-85% des gens qui s'expriment français. Ça, pour moi, c'est une lueur d'espoir. La capacité qu'on a. Une autre chose, Harper, il faut lui dire merci. Hein? Non, mais c'est vrai. Moi, je me suis ostinné avec du monde, il y a 22 ans, à Saint-Jean, qu'on était une nation. Il y a 12 ans, les gens me refusaient de reconnaître ce que nous sommes. On était dans le déni total. Depuis le colon de Harper, qui a dit, je ne sais pas par quel magouille et calcul politique très bas, mais quand même... c'est Charest qui a dit ça. Je sais pas, mais Harper qui nous déclare nation, ça a ouvert une porte. Les gens ici, maintenant, on est capable de dire on est une nation. Ça, c'est un grand pas. Parce que là, on n'a pas besoin de se battre sur du béton. Là, on a le béton, on a les immigrants qui se francisent au moins aux 40 à 45%. Moi, c'est... Mais qu'est-ce que tu penses des... c'est l'info qui reste. Des écoles passerelles, puis la coupe dans les coffees. C'est minoritaire. Pour moi, c'est minoritaire. Pour moi, c'est l'info. Puis quand les gens vont en avoir ras-le-bol, et en plus, ils vont avoir une info véridique, là, le vote, il va rentrer. Mais nous, on mise pas mal sur les médias sociaux pour contourner le blocage médiatique. Les journaux papier, là, les journaux papier sont en voie de disparition. Aux États-Unis, c'est commencé en Europe. Ici, au Canada, déjà, la presse a coupé le dimanche.
ils ont réduit la dimension, et ils essaient de vendre des abonnements électroniques. Donc, les journaux, même, ils les donnent. Tu vas à plein d'endroits, ils te donnent la presse, ils te donnent le Journal de Montréal. Ils donnent la Gazette aussi. L'expert au Lionel Blou, on distribue la Gazette gratuitement. C'est de l'excellent papier de toilette, d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. Dans le Donc, dans le pot, en Écosse. Donc, les médias sociaux, les gens de plus en plus s'informent des médias sociaux. Puis là, on a une capacité de faire circuler de l'information. Il y a des sites qu'on fréquente, vigile.net. Oui, j'y vais. Ah, Voilà, j'y vais. alors, le Forum pour le pays du Québec, Amérique Québec, des sites web, L'autre journal. plein d'informations qu'on ne trouve pas dans la presse, hein, c'est sûr. C'est qui? C'est Lagacé qui disait pas pour enquêter sur mon boss. Ouais, c'est ça. Bravo. Bravo. Mais je suis d'accord avec Réac, ce qu'on disait tantôt, Jonathan Cyr, Québécois, Lavallois. Changer nos habitudes, c'est rien contre vous, messieurs. Mais à chaque vigile, ça fait environ un an que je viens plus ou moins de façon régulière au vigile. Puis à chaque vigile, il y a quelqu'un qui vient nous dire, souverainiste convaincu, vient nous dire qu'il est désinformé, mais en même temps qui vient nous dire qui achète la presse à chaque semaine. Comme moi. Si tous les souverainistes d'un matin, ou même si la moitié des souverainistes d'un matin qui achètent le journal de la presse diraient je ne l'achète plus, j'achète un autre journal, je vais m'informer justement sur les médias sociaux, puis je pense qu'on pourrait avoir un impact au niveau de l'information. Je pense que la presse, on pourrait vraiment y donner un coup assez dur, merci. Faut arrêter de nourrir la bête. En plein ça. Il faut arrêter de nourrir la bête. Puis justement, il y a des médias en ce moment alternatifs, l'autre journal Vigile.net, l'Organisation du Québécois, qui a son poste de radio, qui a son journal de Québécois et tout. Même les maisons d'édition indépendantistes qui existent au Québec. Je pense que si on se retourne vers ces médias-là, puis on se met à les encourager, bien, je pense qu'on va lui donner un moyen financier de créer un vrai journal. On s'entend que l'autre journal ou l'Organisation du Québécois, c'est des bons journaux, mais ça reste pas. C'est pas un journal de Montréal, c'est pas la presse. Ils n'ont pas les moyens financiers parce qu'il y a peu de personnes qui les encouragent. Qui est pas, mais si demain matin, on est 100 000 personnes au Québec, on est 100 000 souverainistes, qu'on dit qu'on achète les Québécois, bien, je pense que le Québécois va pouvoir passer d'un mensuel à peut-être un hebdomadaire et peut-être même un quotidien. Donc, je pense que le monde va pouvoir se réveiller, va pouvoir miser sur les médias alternatifs. Il y en existe quelques-uns, il y en existe des très bons, puis je pense que si tout le monde là, décide de faire un petit geste, parce que c'est pas des gros gestes, on ne vous demande pas de sortir avec votre pancarte, de vous afficher quoi que ce soit. 2 $ par-ci par-là, une fois par mois pour acheter un journal, ben, je pense que ça va faire avancer la cause. Et vous allez avoir de la bonne information. Parce que moi, je pense qu'à force de lire la presse, des fois, ça peut nous influencer peut-être négativement. Donc, c'est ça. Ouais, c'est bien, merci. Concernant la presse et le livre L'Empire des Marais, j'ai lu un passage qui disait qu'il y avait eu une entente qui avait été signée comme quoi on pouvait reprendre la presse si jamais le droit à l'information se voyait bafoué. C'est une information, il faudrait que je relise le livre, mais c'est une information qui me semble essentielle, puis il me semble aussi que les partis indépendantistes pourraient statuer là-dessus parce que c'est quelque chose de majeur. Ouais. Ensuite, pour revenir à nos moutons, parce qu'on était dans un tout autre débat, tu reprochais aux en tant que dans ton rôle de fédéraliste version fédéraliste de Thierry, tu nous reprochais de ne pas être dans une continuité en quelque sorte, de toujours réinventer la roue, sauf que, comme Réal l'a mentionné tantôt, la politique c'est une dynamique, puis on n'a pas le choix de s'ajuster parce que notre adversaire non plus n'est pas dans la continuité. Il continue toujours à inventer des nouveaux moyens, nous convaincre de ci, de ça, de nous abrutir, de nous battre à terre. Fait que nous autres, on n'a pas le choix de s'ajuster. On a eu 2 référendums, on en a perdu un, on s'est fait voler l'autre. Si on avait un 3e, c'est pas dit qu'il serait gagnant, c'est pas dit que même s'il était gagnant, il serait effectif, puisque le gouvernement du Canada l'a dit très bien qu'il n'accepterait pas une victoire du oui en 95. Il faut qu'on réinvente la roue, on n'a pas ben choix, il faut qu'on s'ajuste. Après ça, tu nous accusais d'être toujours, dans ton rôle, toujours de fédéraliste, tu nous accusais de toujours être ponctuel, très très ponctuel, sur des choses d'actualité, puis demain on s'en souvient plus. C'est nécessaire d'après moi, parce que si on n'agit pas au moins sur ce qui est ponctuel, on n'agira pas du tout, puis ça va être fini.
Fait que je pense qu'on gagne à avoir à agir de façon ponctuelle, mais aussi à s'organiser. Depuis 1995, je ne sais pas combien de mouvements citoyens indépendantistes ont été créés, mais il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Je pense que les gens s'investissent et réalisent qu'il y a un problème majeur qu'il faut finalement se battre contre. Puis, c'est ça résume pas mal ce que j'avais fait. Je suis bien planté. Je veux dire quelque chose. J'ajouterais que la dynamique, elle change aussi de l'autre côté. Les Québécois, ils ont essayé différentes choses. Ils ont essayé le Bloc québécois 20 ans pour défendre nos intérêts. Puis là, à un moment donné, ils ont tiré une conclusion. On regarde ça là, avec un certain recul. Il y a quelque chose qui nous unit, là, qui réunit nos têtes, parce que pour que tant de Québécois arrivent à la même conclusion en même temps, c'est pas la presse qui a fait ça. Là. Les Québécois sont arrivés à la conclusion que le Bloc québécois n'était plus une option, n'était plus une solution au niveau fédéral. Puis là, il a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y avait un sentiment de rejet total pour le Parti conservateur. C'est intéressant parce que le Parti conservateur, de l'autre côté, il gagne en popularité. Et puis ici, c'est une peau de chagrin. Hein. Ils ont dit, ben, on va voter NPD. Donc, ils ont voté à gauche. Intéressant aussi là-dedans. Ils ont voté à gauche. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'ils ne sont pas retournés vers le Parti libéral, qui était celui qui aurait pu renverser le Parti conservateur. L'alternance. Ils ont dit, on ne veut pas non plus de cette idéologie. L'alternance n'a pas fonctionné. Ils ont été à gauche, puis ils ont même voté pour des poteaux, des personnes, des inconnus qui ne parlaient même pas leur langue, qui ne s'étaient même pas présentés dans le comté. Bon, bref, c'était vraiment, ils ont dit, regarde, on va se stationner à gauche un bout de temps. Puis là, le Canada, là, a profité de ça. Le gouvernement Harper se dit, je n'ai plus besoin du vote de la province de Québec pour gouverner. Je peux être majoritaire juste en me basant juste sur le restant du Canada. Donc, j'ai plus de négociations à faire, j'ai plus rien à leur donner, aucune concession. On va pouvoir s'exprimer comme Canadiens, avec nos valeurs canadiennes. Et les valeurs canadiennes, populaires actuellement dans l'Ouest, c'est la monarchie, c'est le militarisme, c'est le christianisme. L'anti-réchauffement de la planète. L'environnement, on le s'en retour fout. C'est pas le fascisme, mais il y a une sévérité et une rigidité vis-à-vis des citoyens, des jeunes, des personnes criminalisées. Donc, il y a une radicalité là, qui s'exprime à droite. Et ça, c'est comme un phénomène de mitose. Tout à l'heure, j'ai parlé de la fécondation d'une cellule qui a donné naissance à l'État du Québec. Mais si on regarde ce qui se passe au Canada, c'est comme un phénomène de division cellulaire. Si on regarde ça en accéléré, là, l'ovule qui est fécondé, après ça devient 2 cellules, puis après ça 4, puis après ça 8. Mais là, au Canada, il y a une mitose. Le gouvernement canadien se définit selon ses propres valeurs, qui nous font vomir, puis nous, on se définit selon les nôtres. Ça s'en va vraiment dans des directions différentes. Nous autres, on veut un environnement sain. Les autres sont contrôlés par les pétrolières. Ils sont heureux de même. Il fait chaud, ça pue, puis on est bien. Bon, ils veulent vivre comme ça. On s'en va pas de même bord. Là, les environnementalistes, ils ont compris que s'ils veulent un Québec vert, ils n'ont rien à attendre d'Ottawa. Il faut qu'ils sortent de là. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, tout le camp environnementaliste, depuis à peu près 1 an, est arrivé à cette conclusion-là qu'il faut utiliser l'État du Québec, sortir du Canada pour protéger l'environnement. C'est intéressant comme phénomène. Donc, l'autre bord aussi, ça bouge beaucoup de l'autre côté. Puis, ça bouge, je dirais, quasiment en notre faveur. Plus ils vont être conservateurs, plus ils vont être peu respectueux de l'environnement. Bon, et ce qui s'est passé, là, en plus au Canada, c'est que le pouvoir il est passé de Toronto à Edmonton. C'est pas rien, là. Les Américains ont essayé d'envahir le Canada une couple de fois dans l'histoire. Là, ils sont passés par Edmonton, puis là, les compagnies américaines, les pétrolières,
contrôle le gouvernement de l'Alberta qui contrôle l'État canadien. C'est clair, net et précis. Donc, ça s'en va dans une direction, nous dans une autre, et ça favorise l'indépendance du Québec parce que c'est des forces centrifuges. Ça, c'est la géopolitique. La géopolitique nous explique que le pouvoir est dans les communications. Les pipelines, c'est de la communication. Hein? C'est du transport, c'est des communications. Ils sont toutes nord-sud, les pipelines. Presque toutes nord-sud. Donc, les États-Unis sont entrés dans ce trou-là en Alberta. Et puis, les compagnies américaines se sont emparées du contrôle de l'État albertain. Puis, ils sont tellement riches qu'ils ont réussissent à contrôler Ottawa à partir de là. Là, maintenant, c'est l'Ontario, maintenant, est mécontent. L'Ontario reçoit de péréquation du Nord. Une province si riche comme l'Ontario, qui a contrôlé la Confédération canadienne depuis sa naissance, bien, ils sont maintenant sur une certaine forme d'assistance sociale et c'est Edmonton qui nous envoie de l'argent. Edmonton n'est pas content d'envoyer de l'argent en Ontario, puis l'Ontario n'est pas content d'avoir 2 niveaux de gouvernement. Il y a des gens en Ontario qui commencent à dire qu'il y a un niveau de gouvernement de trop. Bay Street, là, commence à dire, donc, on va faire ça nous autres mêmes, s'occuper. Il ne contrôle plus. Là, il voudrait recommencer à s'occuper du commerce international et tout ça, mais le contrôle est Edmonton. Donc, il y a des forces centrifuges qui jouent à notre faveur. Il y a un moment historique qui se présente. Il va falloir qu'on saisisse l'opportunité pour sortir. Puis à un moment donné, il va arriver une situation que ça ne les dérangera plus. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'au Canada, qui disent, regarde, what the fuck? Ils vont faire le Saint-Laurent, ça, ils tiennent pas. On n'a pas besoin du Saint-Laurent. Mais non, regarde, le Saint-Laurent, là... C'est vrai que là, ils vont passer par le Nord. Non, mais même à ça, là, de ne pas être propriétaire du Saint-Laurent. Ils ne sont pas propriétaires du canal de Panama. Ça les dérange-tu? Ils passent les pétroliers. Si on est indépendantiste, on décide de ne pas laisser passer. Ben non, on ne fera pas ça. On ne fera pas ça. Regarde, le canal de Panama, ça n'appartient pas aux Canadiens, puis les pétroliers passent là, puis c'est tout, là. Donc, le fait de ne pas être propriétaire de la voie maritime, ça ne les empêchera pas de vivre, ça. Le Canada, c'est pas un pays qui est enclavé. Ça sort sur le Pacifique, ça sort sur l'Atlantique, avec les provinces maritimes, ça sort sur l'Arctique par la baie du Hudson. Le Canada n'a aucun problème d'enclavement, le Québec non plus. On débouche sur 3 mers. Pas de problème. Fait que, en tout cas, la situation, l'évolution de la situation au Canada, c'est très favorable dans les mois qui suivent. Là, c'est très favorable pour l'indépendance. En fait, pour conclure sur ce qui a été dit là, moi je suis entre vos 2 positions, c'est-à-dire entre l'optimisme de Réal et votre pessimisme. Mais ce qui me rend optimiste, c'est votre réaction. C'est qu'en fait, vous voyez le problème. C'est déjà un énorme pas de fait. Et vous n'êtes pas le... Je suis pas le Kidam normal. Non, vous n'êtes pas le Kidam normal. Je suis pas le lecteur de la presse normale. Mais vous n'êtes pas le militant de la petite gang de militants indépendantistes qui se connaissent par cœur. Ben, c'est ça, vous êtes c'est déjà un cercle. Attention, je suis un quelqu'un. Il y en a 3 ici. Non, je blague. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même... C'est déjà un cercle, vous appartenez à un cercle un peu plus extérieur aux petits militants qui se connaissent tous. Là, je vote QS. Déjà, tu vois, je suis déjà... Regarde. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est que je suis pas... On vous aime quand même. Non, mais je suis pas dans... Je suis déjà rangé ailleurs que dans le mainstream. Oui. Je suis pas un signal d'optimisme pour toi, je pense. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que ça... Juste parce que le fait de vous arrêter puis vous mêler à la conversation, juste ce que vous dites, c'est déjà, on en a eu ici des gens qui sont arrêtés, qui sont venus parler. C'est des petites craques, des petites fissures qui se font dans le mur, mais les petites fissures vont se multiplier puis ça va accélérer très vite. Moi, je pense à ça. Mais là où je suis pas si optimiste que Réal, c'est qu'il y a énormément de travail à faire. Il faut en être conscient. Ça va pas se faire mécaniquement tout ça. Là. Il faut que tous les individus aient conscience de la job qu'il y a à faire et la fassent. Et c'est ça le travail qu'il faut faire. Et il y a un travail de communication et d'information à faire. Et qui n'est pas fait. Qui n'est pas fait encore. Mais
je pense que malgré la presse qui dit des choses et qui lave le cerveau, je crois qu'il y a énormément de gens, tous séparés pour le moment, tous dans leur coin, qui pestent comme vous contre Dubuc, Pratt et tous les autres, et qui trouvent que ça n'a pas d'allure. Mais la question, c'est que les connexions sont pas faites entre tout le monde. Ça, c'est le travail à faire. En tout cas, c'est mon impression. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à répondre. Quelque chose, non, je sais pas. C'est ça. Ben, c'est tout. Je voulais juste vous dire, soyez pas trop pessimiste non plus, mais il faut pas se dire que ça va avancer tout seul. Les éléments sont là, il y a des fenêtres qui s'ouvrent effectivement, il y a une opportunité à saisir, mais il faut travailler à la saisir. Et il faut travailler à la saisir. Je vais relancer, je ne sais pas là, si je m'en vais un petit peu dans une tangente, mais parlant d'optimisme ou de pessimisme, travail à faire, ici, il n'y a pas de Rodriguez. Ici, il n'y a pas de Salam. Ici, OK? Mais en tout cas, il n'est pas là. Moi, je vois du blanc, je vois du francophone, OK? Moi, je suis à 12,5% irlandais, là, juste de sang, mais de culture, moi, c'est Gaudreau, Gigaille, Bourassa, Gagné, puis c'est la même chose pour toutes vous autres. Ça, c'est un point de pessimisme. Ça, c'est un point de travail. Je veux dire, que ce soit l'aérienne, pour moi, l'aérienne, je ne savais pas que c'était ressuscité ensemble, mais c'est pour ça que je reviens, les immigrants, pour moi, sont importants. Montréal, c'est la clé. Puis, à Montréal, il y a la ligne qui est juste là, avec la rue Saint-Laurent. Moi, j'habite dans l'Ouest. Moi, je suis frontline depuis que je suis petit. Je suis frontline. Je me suis traité de fucking frog. Shut up, you fucking Frenchman. J'étais dans mon équipe de hockey. J'étais le meilleur de mon équipe de hockey. Puis je me faisais fermer le clapet. Shut up, you fucking frog. C'est frais comme ça dans ma mémoire. Puis ça remonte. Puis à tel point que je me suis demandé la première fois, pourquoi il m'appelle de même? C'est l'unité canadienne. Hein? C'est l'unité canadienne. Oui, c'est ce qui rend. Mais j'ai compris par la suite pourquoi on mettrait. Mais je veux dire que j'habite une partie de Montréal où c'est bilingue. Puis tant que les gens vont s'en aller, comme le maire ici qui le déplore, tant que les francophones s'en vont dans le 4-5-0, ben, les quartiers bilingues, là, quand c'est bilingue anglais. Moi, j'habite Notre-Dame-de-Grâce, je suis un gars d'NDG. Puis Notre-Dame-de-Grâce, tu as 40% de francophones, tu te promènes dans Notre-Dame-de-Grâce, puis c'est anglais. Parce que les francophones switch, comme je viens de le dire, à l'anglais. Les Anglais sont super contents de parler anglais, puis les immigrants se collent au... Alors, pour le complexe colonisé. Oui, pour moi, exactement. Ça, c'est une base pour moi clé, puis je le fais jamais. Puis ça, c'est l'optimisme. Moi, je sais, je suis d'accord avec toi, qu'il y a des choses qui peuvent se transmettre de gens en gens, des façons de faire, des façons de penser. Des fois, j'emploie des expressions, d'autres, puis elle revient par... Tu sais, Chris, il y a quelque chose qui se passe entre nous. Mais pour moi, il faut qu'il y ait des immigrants. Il faut qu'il y ait des immigrants. Il ne faut pas qu'il y ait juste des gagnés, puis des gagnants, puis des tremblés ici. Ça, c'est un point clé. Il y avait Pablo, mais tu l'as manqué. Il était là, il est parti pour 2 mois. Je pense que je te connais. Mais... Ça se peut. Mais ça, je dis, là, je ne suis pas juste un dame. Là. Ça va me revenir. Je traîne une coupe, mais je ne suis pas associé à rien. Oui, mais en tout cas, je te connais. Bon, OK, par rapport au fait qu'ici, on est tous des blancs, des de souche, des hommes aussi, c'est parce que tu n'as pas été à toutes les vigiles. Nous, on est réguliers pas mal depuis 1 an. À un moment donné, une Espagnole, une Marocaine est venue parler ici. Elle nous a écoutés en chemin, puis elle est venue apporter quelque chose au discours. On a eu aussi un Maghrébin. 2 Maghrébins avec leur banderole. C'est ça, c'était des Kabyles. Des Kabyles. Oui, mais c'est Maghrébin. Intéressant. Ouais. Donc, ils sont venus parler de ce qui se passe dans leur pays, comme quoi l'enseignement justement de la langue, c'est kabyle. Ils étaient en train de tout la remettre dans leurs écoles et tout ça. Fait que non, on est ouvert, mais c'est certain que des fois, ils nous comprennent peut-être même pas quand ils passent ici. Là. Il y en a qui savent pas le français, disons. Fait qu'ils savent pas de quoi on parle. Là. Mais ils lisent la banderole. C'est pas ça qui va leur dire. Ils savent pas que c'est Gaston Miron. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est qu'ils viennent pas. Mais ça n'empêche pas des gens d'écouter, même d'autres que nous autres, les plus bruns, les plus blancs. Non, je suis pas d'accord. Puis il y a une chose que je voulais te dire aussi. Tantôt, tu as dit, moi, je suis pas pessimiste, mais
tu te sens comme tout seul à penser que la presse, il y a un truc qui lit pas ça, ou que tu la lis, mais que t'es comme plus capable. Mais regarde, à un moment donné, tous les indépendantistes se sentent un petit peu tout seuls dans leur coin. Parce qu'ils manquent de réunions ou quelque chose comme ça. Moi, jusqu'à 2 ans à peu près, j'étais tout seul chez nous, indépendantiste. Bon, je lisais des affaires sur Internet ou des articles, peu importe, jusqu'à temps que je découvre Vigile. Tu sais, parce que là, j'ai dit, faut que je trouve de quoi. Je m'étouffe tout seul, là, avec ce que je vis. Puis je voudrais en parler avec d'autres, ou bien c'est tout mort depuis 95. C'est là que j'ai découvert Vigile, puis regarde, je suis pas tout seul sûrement là, qui a découvert ça, parce que les manifs, il y en a de plus en plus. Là, c'est là que j'ai rentré dans le RIM. Puis ce soir, on a notre première assemblée générale. Puis moi, je suis vraiment contente d'être enfin relié à des groupes qui manifestent pour le Québec, pour la langue, pour tout ce qui compte pour nous autres. C'est ça. Je me dis, tu sais, si moi j'ai découvert ça à un moment donné, ben, il y en a d'autres. Puis toi, t'arrêtes ici, tu me parles. Il y en a d'autres qui ont déjà arrêté pour me parler. Fait que il y a de l'espoir quand même. C'est une bonne militante. Je la connais. Je voudrais juste aussi dire quelque chose par rapport au fait qu'on est surtout blanc et de souche, comme il a été dit. En fait, le Québec est majoritairement blanc et de souche. On n'est pas des masses. On peut se compter sur les doigts de 2 mains en ce moment. Puis aussi que les indépendantistes sont souvent plus blancs et de souche parce qu'ils savent qu'on s'est fait fourrer pendant longtemps et qu'il faut que ça cesse. C'est sûr qu'il y en a des gens qui ont arrêté, qui ont écouté, qui sont repartis. Là, il y en a un qui a arrêté puis qui est intervenu. C'est un indépendantiste aussi. Il n'y a pas beaucoup de débats entre, sauf quand il y a des faux fédéralistes qui viennent à la Madeleine ici. Il n'y a pas beaucoup de débats entre fédéralistes et indépendantistes. Je pense je sais pas, ils se sentent intimidés, ils ne veulent pas intervenir, ils n'ont pas d'arguments, je ne sais pas. Mais je sais que souvent ça arrête, ça écoute, ça repart, ça n'intervient pas. Est-ce qu'ils n'ont rien à dire? Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Nous autres, c'est sûr qu'ici, c'est un endroit public, c'est ouvert à tous. On invite le monde autant qu'on peut à venir, mais si ça ne vient pas plus, ben c'est... on peut pas y forcer. Il y a déjà eu 15 000 personnes ici. Oui, ben c'est une autre histoire. Juste un... Oui. Moi, pourquoi je suis souvent un grand pessimiste à certains moments de ma vie et pourquoi en ce moment, pourquoi que je suis positif en ce moment? Depuis les dernières élections qu'il y a eu au mois de mai, j'ai j'ai découvert Facebook à peu près à ce moment-là, j'ai commencé à aller sur le net. Je dis bon, le Québec, j'ai senti comme une espèce de crise, un malaise profond après l'élection quand le monde a vu que la débarque du Bloc et le NPD. Là, je me suis intéressé, je vais aller voir un peu ce qui se passe, ce qui est rendu le mouvement souverainiste, puis justement avec les médias sociaux, avec Facebook, j'ai commencé à découvrir. Je me suis rendu compte que c'était facile de se communiquer entre nous et tout. Puis j'ai rencontré des gens, tout l'été, j'ai passé l'été à venir ici au Vigile, dans diverses manifestations, à rencontrer divers organismes indépendantistes. Puis pourquoi j'ai espoir en ce moment? Bien, parce que c'est pas nos politiciens en ce moment qui soulèvent la question indépendantiste, c'est vraiment des simples citoyens. C'est des gens comme moi, Jonathan Cyr, j'ai rien fait de spécial dans ma vie à part vivre ma petite vie tranquille, simple travailleur. Mais regardez, moi, de façon régulière, je suis au Vigile, je me suis impliqué dans diverses manifestations avec diverses organisations. Et tout ce que je vois, la majorité on pourrait appeler quasiment des leaders indépendantistes en ce moment, c'est beaucoup des simples citoyens. Des gens qui, du jour au lendemain, s'en vont sur Twitter ou sur Facebook, organisent un événement Facebook, une manifestation, il y a quelques centaines de citoyens qui se rassemblent. Avant le mois de mai, même il y a 6 mois, on voyait pratiquement pas ça au Québec. Là. Les grandes manifestations que je me rappelle, moi, ça a été pour le Sommet des Amériques à Québec, pour la guerre en Irak, les marches des femmes souvent qui marchent, mais pour la question nationale, c'est vraiment depuis 1 an que des citoyens, hein, pas des élites, pas des politiciens, pas des artistes, mais que des citoyens qui descendent dans les rues, des simples citoyens
qui créent des pages, des sites Internet pour diffuser de l'information, des citoyens qui organisent des manifestations, des simples citoyens qui organisent des groupes pour la protection du drapeau, de symbole national. Donc, moi, j'ai espoir en ce moment, comme je vous dis, pas parce que tout va bien, au contraire, j'ai souvent des frustrations envers ce qui se passe, mais j'ai confiance parce qu'il y a des citoyens, le peuple a commencé à se réintéresser à l'indépendance. Puis ce que je regarde en ce moment, là, les mouvements étudiants, c'est fort, les jeunes s'organisent, les jeunes trouvent des façons, des nouvelles façons de manifester. Je pense juste à les actions qu'ils font dans le métro de visibilité le matin, la chorale des jeunes, la marche funèbre qui est organisée. Donc, je pense que vraiment au Québec, on a une espèce de momentum en ce moment. Il faut juste pas trop se décourager, il faut sortir de chez nous, il faut continuer à s'exprimer. Je pense vraiment qu'on est sur une bonne lancée. Comme je dis, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, qui vont mal, qui nous déplaisent, mais il faut juste continuer à s'impliquer, il faut continuer à sortir de chez nous, à venir parler. Puis je pense que ça va faire effet de boule de neige, puis qu'on va l'avoir notre pays, comme disait Réal, dans quelques mois, que ce soit 12, 24 ou 36 mois. Sur les 400 ans de l'histoire du Québec, c'est un jet de pierre de nous, je crois. Mais il faut juste continuer, il ne faut pas lâcher. Il faut avoir foi à l'option nationale. Oui. Ça, effectivement, avoir la foi, c'est la base de... Bon, je vais reprendre mon rôle de méchant, si vous le permettez. Moi, je vous quitte. OK, bon, merci, bonne journée. On ne veut pas entendre parler les méchants. Non, on ne peut pas m'entendre le méchant. C'est déprimant un peu. C'est ça, je vais sauter au quatrième argument tout de suite parce que, bon, le temps tourne, j'avoue, et voilà. Bon. T'en as combien, J'en ai 5, mais je vais en faire sauter 2. Donc, je vais finir par le quatrième argument. Parce que les deux, tu as répondu d'ailleurs au troisième un peu déjà en répondant au premier. C'est quoi le Québec indépendant? À quoi ça ressemble le Québec indépendant? Quand on a un objectif, il faut tout de même savoir à quoi il ressemble. Vous, les indépendantistes, rêvez du grand soir, le grand party de la victoire, la longue nuit d'orgie. Mais personne ne parle jamais du premier matin. Personne ne peut décrire, même de la manière la plus approximative, le Québec indépendant. Vous allez me dire que vous êtes pragmatique, que vous ne savez pas lire l'avenir, qu'on verra ce qu'on fera quand on y sera. Ou alors que c'est qu'il sera tellement semblable au Québec actuel que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Mais ça ne vaut même pas la peine d'en parler. L'indépendance du Québec, c'est un beau mur. On fonce vers le mur. On ne sait rien de ce qu'il y a de l'autre côté. En fait, on se moque pas mal de ce qu'il y a de l'autre côté. L'objectif consiste uniquement à toucher le mur. Tout le reste n'a aucune importance. Qu'est-ce que c'est que ce rêve de société-là? Je reviens à mon deuxième argument. Vous n'êtes pas sérieux. C'est une arnaque, votre histoire. Vous êtes fixé un but que vous considérez inatteignable. C'est pour ça que ça ne vaut même pas la peine d'imaginer ce qui se trouve de l'autre côté du mur. Si votre rêve était sérieux, vous auriez des objectifs, certains peut-être plus théoriques que d'autres, mais qui obéiraient tous à une logique globale. Il y aurait des valeurs claires, des rêves que vous pourriez enfin réaliser, et qui sont irréalisables dans le Canada actuel. Mais ces rêves-là, ils n'existent pas. On n'en entend jamais parler. Le fin fond du bout du rêve, c'est le grand soir. Parfois, c'est vrai, il y en a un ou deux qui avancent des grands principes. Ils détiennent une partie du rêve, précise, trop précise. Puis, tous ceux qui entendent un de ces principes-là, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils réagissent? Ils barrent la personne qui a énoncé le principe. Ils se brouillent avec elle. C'est trop précis, ce principe-là. Trop astreignant. Il faut rester flou pour que ça paraisse réalisable. Il faut rester flou pour que chacun, dans sa bulle, s'imagine que tout le monde pense comme lui. Est-ce qu'il y a un rêve commun partagé par la majorité? Non. Au lieu d'être fondus dans un grand ensemble, dès que les rêves de certains individus se précisent, on les met où? À l'index. Le portrait d'un Québec indépendant n'est pas un tabou. C'est une inexistence assumée par tout le monde. Il n'y a pas d'image du Québec indépendant parce que, dans le fond, il n'y a aucune véritable croyance en un Québec indépendant. Toute cathédrale a commencé sous la forme d'un croquis.
Pas de croquis, pas de cathédrale. Seulement un mot sans substance. Qu'est-ce que vous, les indépendantistes, avez à répondre à ça? En mots, pas en coups de poing. Est-ce que tu t'appelles le jour de devenir indépendant? Non. En 1931, le traité de Qu'est-ce qui est arrivé le lendemain matin? Rien. Québec indépendant, regarde, c'est comme ceux qui disent « Je veux un pays, je veux un pays ». Ils sont debout sur le pays. Ils veulent un pays. Ils ne se rendent pas compte que le pays il est là sous nos pieds. On a un pays. Le pays. Ah, c'est la question, c'est ça. C'est le statut de l'État. Bien, si le Québec devient indépendant, là, il n'y a absolument rien autour de nous qui va changer. Rien du tout. Le statut du pays, de notre pays va changer. On va passer d'un État annexé à un État souverain. Ça veut dire que être indépendant, ça veut dire être capable de choisir nos dépendances. C'est juste ça que ça veut dire. Est-ce que les États-Unis sont indépendants? Ils ne sont même pas capables de se fabriquer un appareil électronique quelconque. C'est tout fabriqué à l'extérieur. Par contre, il n'y a pas un pays au monde qui est capable de leur imposer sa volonté. Et eux, ils essaient d'imposer la leur à pas mal tous les autres. La situation change parce qu'on sait que, on l'a dit tout à l'heure, il y a une dynamique. Mais c'est ça, être indépendant, c'est choisir nos dépendances. Et nous, quand le Québec va être indépendant, premièrement, l'indépendance, c'est juste le moment. Hein, le jour de l'indépendance, c'est un moment. Tu as raison, le lendemain matin, là, il faut que tu t'en occupes. Moi, je ne rêve pas du grand soir du tout, du tout. Hein? Ce soir, si tu viens à l'Assemblée générale du RIM, tu vas voir plein de gens qui ne rêvent pas au grand soir, qui pensent au lundi matin, le lendemain matin. Donc, il n'y a rien qui va changer pour notre œil. Il va peut-être apparaître des drapeaux, un peu plus de drapeaux du Québec. C'est des petits symboles comme ça qui vont changer. C'est une boîte à lettres, au lieu d'être écrit Poste Canada, ça va être écrit Poste Québec. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que on va pouvoir choisir. On n'aura plus le droit de blâmer les autres si ça va mal. On va être responsable de nous. C'est ça, il faut être responsable de nous. On se bat pour être responsable. Une voix plus forte sur la scène internationale. Pardon? Une voix plus forte sur la scène internationale. Une voix point, en tout cas. Une voix. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Non. On n'a pas de voix sur la scène internationale. Regarde, on a besoin d'un pont. On est obligé de demander au pays à côté pour avoir un pont, le pont Champlain. 50 milliards d'impôts qu'on paye par année, puis il faut se mettre à genoux pour avoir un pont neuf. Tu sais, ça n'a pas de sens. T'as une autre nation à côté qui contrôle 50 milliards de nos impôts. Aucun sens. Donc c'est ça, ça achète. Mais il n'y a rien en apparence qui va changer. Mais dans nos têtes, par exemple, tout le monde va grandir de 6 pouces. Monsieur va grandir de 6 pouces. On va se promener de même. On est indépendants! Quand tu dis, c'est quoi notre le rêve ou le projet ou l'État qu'on voudrait avoir du Québec, ben regarde, moi, là, il y a bien des affaires qui changent quand on est indépendant. Je veux une réforme de l'éducation complète. Je veux que le français soit appris comme je l'ai appris moi-même, jusqu'au bout des doigts, des dictées, des orthographes, que ça soit prioritaire l'éducation de nos enfants. Ça, c'est primordial. Je veux une réforme pas de l'assurance maladie, mais en tout cas du système de santé complète. Je veux une réforme du ministère des Affaires sociales pour que les enfants de la DPJ soient bien servis. Parce que, regarde, ces enfants-là, moi, en tout cas, je ne vais pas partir sur mon histoire, mais les enfants de la DPJ, c'est des enfants qui sont barouettés d'un foyer à l'autre, qui n'ont jamais de fonds sécuritaires, qui n'ont pas vraiment beaucoup d'amour habituellement non plus. Puis ça a besoin de changer. Puis vous allez trouver ça un petit peu imbécile, là. Mais moi, tel on traite nos animaux, tel on traite nos enfants. Ici, les animaux, là, souvent, là, ils sont pas très bien traités.
quand tu vois des chenilles à chiots pour vendre et tout ça, ben, moi je pense que si tu n'as pas de respect pour une autre partie de la nature humaine qui sont les animaux, tu n'as pas de respect pour tes propres enfants. Je veux une réforme des ministères des Affaires sociales à cause qu'aussi donner du temps pour que les familles puissent mieux, plus profiter d'être avec leurs enfants que de toujours courir à droite à gauche. Puis que les enfants sont stressés. Je vois mes petits-enfants, je le vois comment ils sont stressés. Quand ils sont jeunes, là, ils ont 5 ans puis presque 4 ans. C'est incroyable là, des enfants stressés comme ça. Mon petit-fils, là, ça n'a pas de sens. Là. Mais ça, Lise, ça peut être changé sans que le statut de l'État du Québec change. Non, ça ne peut pas être changé si on n'a pas l'indépendance. Ben là, c'est discutable. Là. Le ministère des Affaires sociales, tu sais, il y a une question d'argent. Ben, c'est parce que moi, je me dis que quand on aura... ben, moi, je veux que tout ça, ça fasse partie du programme de celui du parti qui va vouloir devenir celui qui va faire l'indépendance avec le peuple. Je veux que ça en fasse partie. Si c'est pas dans les programmes, ben, regarde, j'en veux pas de ce Québec-là. J'en veux déjà pas. Je veux qu'il y ait des changements dans le Québec. C'est un monde dépressif qu'on a ici. Le monde de Ritalin. Il n'y a rien qui lui garantit que dans un Québec indépendant, des profiteurs comme le Parti libéral du Québec ne vont pas prendre le pouvoir. Mais ça sera au peuple à décider de ces choses. En tout cas, je rêve en couleur un petit peu. En fait, non. Quelque part, c'est que la clé est peut-être là, d'une certaine manière. C'est une question de charrue et de bœuf. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut commencer par faire une refonte culturelle, c'est-à-dire nos façons de voir, l'entraide, le collectivisme, la façon de voir les problèmes sociaux, les choses comme ça, en tant qu'individu. Et que c'est peut-être de là que ça part aussi, et que l'indépendance de l'État du Québec va être une conséquence logique qui va tomber avec ça, plutôt que de dire on va attendre d'avoir le Québec indépendant. Parce qu'à date, j'entends aucun parti parler de ces affaires. Ben non, mais c'est ça. Mais ça, c'est des choses qui font partie du progrès humain en général, de mieux s'occuper de tout le monde, puis d'essayer. Mais effectivement, il y a un problème, et ça, Pierre en parlait tout à l'heure au début, il y a une question d'individualisme qu'il faut combattre. Il faut se développer une culture et une conscience plus sociale, plus collectiviste, et voir les problèmes et se dire qu'on a dans nos valeurs québécoises le fait d'aider les autres et le fait de s'entraider, le fait d'écouter, le fait de toutes sortes de choses comme ça. Et plus on va développer ça, plus ça va grossir, ces choses-là, plus la conséquence logique et politique de dire on n'a rien à faire dans un Canada à la peur va être inarrêtable si on cherche le bon mot. En tout cas, ça va être une espèce de mouvement de masse qui va faire que ça va être inconcevable de rester dans un Canada à tendance monarchiste, religieuse, extrême, et des choses comme ça. Donc, mais ce travail-là, selon moi, ça fait partie de tout le travail qu'on peut faire, qui fait partie de la démarche et qui peut se faire avant que l'indépendance soit proclamée officiellement. On peut déjà commencer à développer et à travailler. Il y a beaucoup de progrès qu'on peut faire en tant qu'individu. Déjà, le fait, il y avait Isabelle Vincent, aucun lien de parenté, qui passait à Bazo.tv il y a quelques semaines et qui annonçait la grande marche du 22 avril en passant et qui disait il faudrait que les gens retournent sur le parvis. Et là, Bazo lui disait, ben oui, par les médias sociaux, elle dit non, sur la pierre, sur le parvis, et se parler entre eux. Il faut que les gens ressortent dehors et se reparlent. Mais j'écoutais ça, mais c'est ça qu'on fait. C'est exactement ça qu'on a commencé à faire ici. Et ça va peut-être se développer ailleurs, mais il faut redévelopper les contacts humains entre les gens et ressouder, refonder c'est quoi les valeurs québécoises, c'est quoi qui fait que profondément on est québécois. Est-ce que le collectivisme, est-ce que les corvées, est-ce que le fait, j'en parlais il y a quelques semaines, de s'occuper un peu aussi de tous les problèmes de saleté qu'il y a dans les rues, mais tout le problème d'itinérance. C'est l'indépendantiste ou fédéraliste? Hein? Là, c'est l'indépendantiste. J'ai fini ma run fédéraliste. Je suis désolé, oui, j'aurais dû changer de chandail. Mais oui, le naturel est revenu. Mais en tout cas, c'est un peu ce que je voulais dire en réponse et à toi et à Réal dans le moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je suis d'accord avec la plupart des points qu'elle a amenés. Mais comme Thierry dit, il y a beaucoup de choses là-dedans qui peuvent être réglées dans un Canada, dans un Québec qui est au sein du Canada. Je pense que non.
le but principal de l'indépendance, c'est d'être maître de notre destinée. C'est à peu près tout. C'est un pouvoir politique. On va avoir le pouvoir politique sur notre État. Il n'y a personne, même pas les moumoutes blanches de la Cour suprême, qui va pouvoir dire la décision que vous avez prise à l'unanimité dans votre chambre est plus bonne. On ne la veut pas. Vous n'avez pas le droit de la faire. C'est ça l'important, c'est qu'on puisse prendre nos décisions, les assumer, puis qu'il n'y a personne au monde qui peut venir nous dire qu'on n'a pas le droit de prendre nos décisions. C'est sûr que dans un monde idéal, aussi, on prendrait soin de nos enfants, on prendrait soin de nos vieux. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais je pense que c'est deux choses. Il y a l'indépendance, puis il y a le social-démocrate, ou peu importe comment on va appeler ça. C'est deux choses différentes. Les deux peuvent se régler en même temps. On parlait de l'œuf puis la poule. C'est quoi qu'on règle en premier? Bon, on règle les causes sociales ou on règle l'indépendance? Moi, j'ai tendance à dire l'indépendance parce que si on la règle pas maintenant, il y a des chances qu'elle se fasse jamais. Puis là, on va disparaître, notre peuple n'existera plus, puis on va devenir l'Ontario ou peu importe, un mélange de tout ça. Fait que pour répondre à ta question, qui était finalement de savoir ce qui se passait dans le Québec indépendant, ben, je pense que ça va être aux Québécois de le définir. C'est sûr qu'une constitution, c'est une assise. En ce moment, on n'en a pas. On en a une qui nous a été imposée. On a la loi 99 qui est une pseudo-constitution. On n'a pas de constitution. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui vont être réglées dans une constitution qui va être adoptée par le peuple. D'ici là, ben, ça reste à définir, mais je pense que de dire « Ah, vous n'avez pas de projet de société, vous ne méritez pas d'être indépendant », c'est de troubler les cartes pour rien, ça n'a aucun lien ensemble. Ça va être court, ça commence à être tard. À la question tantôt, quelqu'un qui disait, je pense que c'est monsieur qui est parti, bon bref, il disait comment qu'on fait pour attirer, il a remarqué qu'on était juste blanc, comment qu'on fait pour attirer le monde. Même encore là, on est juste, même pas 10 blancs, on est peu nombreux. Je pense qu'il faut être solidaire, on va pouvoir travailler aussi sur notre fierté. Personnellement, j'ai pas le goût de m'identifier ou j'ai pas le goût d'être membre d'une organisation quand j'en ai honte ou bien quand je trouve ça douteux. Je pense qu'il y a des gens en ce moment, entre autres, qui n'adhèrent pas à la cause indépendantiste parce qu'ils regardent le mouvement aller et ils trouvent ça douteux ou bien ils sont pas nécessairement fiers. Je pense que la journée que les Québécois vont être vraiment fiers de ce qu'ils sont, ils vont être vraiment fiers de leur histoire, des infrastructures qu'on a réussi à se doter au fil du temps. Je pense que là, on n'aura pas de travail à faire pour aller chercher le reste de la population puis le reste des communautés ethniques. Parce que ces gens-là, à ce moment-là, ils vont voir faire partie du Québec. Ces gens-là, à ce moment-là, ils vont voir porter l'étiquette québécois. Donc, on a juste à travailler, à être solidaire, travailler sur notre fierté. Je pense que l'éducation, entre autres, si l'histoire serait plus enseignée à l'école, je pense que ça nous aiderait dans cette voie-là. Mais en ce moment, il faut arrêter de se diviser. Je pense qu'il y a quand même eu, pendant la dernière année, on a eu beaucoup de discussions. Il y a plein de groupes qui se sont créés. Je pense que là, pour ceux qui veulent s'impliquer, je pense qu'on a l'embarras du choix. Moi, ce que je dis au monde, c'est lancez-vous, soyez solidaires, impliquez-vous, sortez sur la place publique, venez aux vigiles, participez dans les manifestations. Mais il faut être fier de ce qu'on est, puis il faut partager cette fierté-là avec le reste de la population. Ah ouais. Alors, sur ces belles paroles, je pense qu'on va arrêter maintenant. Alors, je vais lire la déclaration et c'est l'avant-avant-dernière fois qu'elle est lue. Déclaration. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure, par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada, que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons,
exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde, par le fait même, son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence.